et de Théo Bayet, directeur de projet adjoint sur cette opération à l'EPA Paris-Saclay. Je suis alors hors champ également avec l'équipe EPA Paris-Saclay et puis également les services de la ville de Versailles. Donc, je me présente, je suis Pauline Vallière, je suis directrice adjointe de l'aménagement sur le secteur des Yvelines à l'EPA Paris-Saclay. Et on excuse l'absence de Martin Guépot, notre directeur général, qui a eu un contretemps de dernière minute pour ce webinaire de lancement de la deuxième consultation sur la ZAC Satori West. Alors, je vais simplement rappeler quelques éléments, puis je vais passer la parole à François Demazière. Donc, c'est la deuxième consultation, donc on l'a appelée consultation logement C&D sur le quartier Lisière, dans la ZAC Satori West à Versailles. Donc, c'est une consultation qui concerne 330 logements dans un secteur, le secteur Lisière qui en compte 700. Et donc, l'idée, c'est aujourd'hui de vous présenter à grands traits, à la fois l'opération, le quartier Lisière, et puis l'objet de cette consultation plus précisément, avec une description des lots, et puis les éléments, le dossier le plus complet vous sera transmis par la suite le 14 octobre pour que vous puissiez télécharger tous les documents et que vous puissiez donc faire acte de candidature à l'horizon de mi-novembre. Voilà. Tout ça vous sera décrit lors de ce webinaire. Je passe la parole à Monsieur Demazière qui va nous faire déjà peut-être une introduction sur les ambitions partagées de ce projet dont nous sommes fiers à l'EPA et puis qui est un projet partagé, construit sur la longue durée et qui est entré en phase opérationnelle l'année dernière en 2023. Et donc, les premiers travaux ont commencé et les premières consultations sont lancées. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, donc le projet de Satori, on en a beaucoup entendu parler. Donc, vous le savez, je pense la plupart d'entre vous, c'est un plateau qui domine la ville de Versailles. Donc cette image permet de le figurer. On voit d'ailleurs la pyramide des Suisses en contrebas. Et donc, ce plateau se divise schématiquement en deux. La moitié de la surface, c'est la zone militaire, avec notamment une très forte concentration de gendarmes, et notamment la présence du célèbre GIGN. Et l'autre moitié, donc la moitié ouest, et c'est là où se développe le projet de ce nouveau quartier. À terme, c'est un quartier qui devrait faire autour de 12 000 habitants. Vous avez 550 000 m² qui sont prévus, dont environ 230 000 m² d'activité économique. Donc, c'est vraiment un quartier mixte. Aujourd'hui, la tonalité principale de l'activité est militaire, avec notamment KNDS, qui a aujourd'hui un peu le vent en poupe, malheureusement, on peut dire, à cause des différents conflits qu'il y a dans le monde. Et cette activité s'est développée autour des pistes de chars. Les pistes de chars, cette image, cette photo que vous avez, c'est une photo de la situation qui a été trouvée avant donc, le lancement de ce nouveau quartier. Et vous voyez, les pistes de chars se figurent très clairement vers le haut de l'image, avec ce retournement, cet anneau que l'on voit sur cette image. Et en dessous, vous avez l'activité de KNDS ex-Nexter, avec ces différents bâtiments industriels. Le quartier donc, va se développer en plusieurs phases. Je pense que Jean-Pierre vous en parlera davantage tout à l'heure. Mais celle qui nous concerne là, c'est le terrain qui se trouve végétalisé, là, qui est entre la départementale 91, qui est relie avec la ville nouvelle de Saint-Quentin. Et puis, donc, l'activité industrielle et les pistes, et ce grand terrain. L'intérêt sur les images, c'est qu'on est même dans une ceinture autour de ce plateau, qui est une ceinture verte, qui est intéressante. Alors, vu du ciel, c'est très
assez séduisant. Quand on est au niveau du sol, il y a du travail à faire pour l'accès à cette ceinture verte. En tout cas, la ville pousse beaucoup à cette valorisation de ces espaces. Donc, le développement du quartier est très lié à l'arrivée de la gare du Grand Paris. Hein, on est sur la ligne 18. Cette gare du Grand Paris, je ne sais pas s'il y a d'autres plans, peut-être. C'est un projet, ce sera plus simple. Un plan de projet. La gare du Grand Paris, vous voyez, figure gare L, ligne 18. Donc, elle sera en fonctionnement normalement en 2030. Pour l'instant, il n'y a pas de retard. Donc, c'est une gare qui lie Orly, puis Massy, le plateau de Saclay, ce qui était un élément important de valorisation de ce projet, bien sûr. Ensuite, elle va jusqu'au technocentre dans la ville nouvelle et elle remonte ensuite cette ligne jusqu'à Satori pour un terminus au moins provisoire. Il y a un gare des Chantiers, qui est une grande gare, comme vous savez, une des plus grandes gares d'Algérie de France, qui dessert notamment la gare de Montparnasse. À terme, il est prévu qu'il y a un deuxième tronçon, mais là on est plutôt dans les années 2040, qui relierait la gare des Chantiers jusque la Défense, dans la Défense. La gare donc ouverte en 2030, ça donne des perspectives pour ce nouveau quartier, pour le quartier Lisière. C'est le deuxième lancement qui sera fait. Ce qui est très important pour nous, hein, vous savez qu'on est très attentif à la question de l'urbanisme à Versailles. La première phase de réflexion a consisté dans une étude qui était faite par Michel Desvignes, qui a repris ensuite Jean-Pierre Brunat-Descours, qui consistait à reprendre un peu l'histoire des grandes percées visuelles du château de Versailles, et notamment cette avenue principale que l'on voit très clairement figurer devant la gare F18, qui dans le projet fait 60 mètres de large, donc très large, qui renoue un peu avec les trois grandes avenues de Versailles, qui sont encore plus larges, puisque on est sur l'avenue de Paris, sur quelque chose qui dépasse les 95 mètres de large, et va structurer ce quartier. Le deuxième élément, si vous voulez, qui est important, c'est cet axe central, vous voyez, que l'on veut dessiner le long de ce quartier dit des Marronniers. Vous avez donc une rue qui existe aujourd'hui déjà, et puis on veut créer donc un grand espace vert central. C'est un élément qui quand même valorise ce quartier. Dans le quartier Lisière, on porte une attention notamment sur la qualité des matériaux. C'est important qu'il y ait une tonalité qui soit un peu commune. Donc, dans la première consultation, beaucoup travaillé sur la question de la pierre, la question de la brique. En gros, ce sont les deux matériaux qui sont mis en évidence dans ce nouveau quartier, parce que c'est des matériaux nobles et ça a été, le choix a été suivi des faits dans la première consultation et on souhaite qu'il le soit dans la deuxième consultation. Un autre élément qui est à noter, c'est que nous voulons faire un quartier qui ait tout de suite une forte identité, et s'inspirant d'ailleurs un peu du quartier qui existe à Fribourg, quartier Vauban. L'idée, c'est que l'on circule à pied librement ou en voiture à l'intérieur des sous-quartiers. Et donc, vous aurez des parkings de dissuasion, ce qui va être le cas dans le quartier Lisière. Il y aura un parking de dissuasion et une circulation qui sera fluide à pied ou en vélo à l'intérieur du quartier. Voilà, ça, c'est des éléments structurants auxquels on tient beaucoup et qui vont être un peu la ligne directrice pour cette deuxième consultation que l'on lance aussi sur le quartier Lisière. Voilà un petit peu les données générales sur ce que l'on souhaite, avec une volonté effectivement, comme Pauline le rappelait, d'avoir un quartier vraiment de qualité, pas seulement dans les mots, mais dans les faits. C'est parfois un discours un peu facile sur les quartiers, mais Versailles, c'est une ville d'histoire, c'est une ville assez exceptionnelle. Avec des très gros efforts que nous avons faits justement pour maintenir au XXIe siècle une tonalité, quelque chose qui permette de justifier
que les prix sont plutôt des prix, on va dire, un peu au-dessus de ce qui se pratique dans les villes voisines. Et je crois qu'on est habité aussi à Versailles, c'est parce qu'on a une qualité de vie qui est reconnue par tous. Voilà ce que je peux vous dire en présentation. Je ne pourrais pas rester tout le temps avec vous, mais je tenais tout de même à souligner l'attachement que la ville porte à tout ce travail qui est fait la main dans la main avec l'établissement public Paris-Saclay. Alors, avant de passer la parole à Jean-Pierre Poinladesco, je vais simplement rappeler quelques éléments de contexte. Voilà, peut-être déjà le projet de Satori à l'échelle de l'EPA Paris-Saclay. Donc, on est toujours à Versailles dans le périmètre de l'OIN, donc sur un autre plateau que celui qui est connu, qui est celui du plateau de Saclay. Donc là, on est sur le plateau de Satori, qui est séparé du plateau de Saclay par la vallée de la Bièvre, qui vient border au sud notre projet de Satori, justement avec cette lisière boisée très caractéristique et qui donne son nom d'ailleurs au quartier lisière. On est effectivement, comme le rappelait François, sur la ligne 18 du Grand Paris Express, donc avec une ouverture à l'horizon 2030 sur la partie yvelinoise de cette ligne 18. Voilà. Donc sur les éléments du contexte de Satori Ouest, donc on est sur une ZAC, donc on voit ici en jaune le périmètre de l'opération d'aménagement qui porte sur environ 230 hectares. C'est notamment une partie importante qui est aujourd'hui occupée par des pistes d'essai de véhicules blindés, pistes d'essai qui sont en train d'être reconstituées, donc sur la partie ouest de la ZAC. Donc les travaux sont en cours depuis l'année dernière et seront livrés au printemps 2025, ce qui permet de libérer à l'urbanisation la partie, on va dire, centrale de la ZAC, donc, avec une urbanisation d'environ 80 hectares, dont 40 en espace libre et 40 en espace bâti. Sur l'avancement foncier, donc sur le quartier lisière qui nous occupe plus particulièrement aujourd'hui, donc qui est situé à l'extrême sud-est de la ZAC, on a acquis cette année les terrains qui étaient anciennement des terrains appartenant à GIAT. Donc voilà, on a avancé également sur ce volet foncier, ce qui nous permet d'initier les travaux de mise en état des sols cette année et de préfiguration des espaces publics par la suite. Peut-être quelques éléments programmatiques en rappel, puisque voilà, ça, je pense que cette partie-là, on l'a pas revenir dessus, mais voilà, des éléments programmatiques quant à la ZAC. Donc, on est effectivement sur 500 000 m² SDP au total, dont 60% de logements, donc environ 4 000 logements et 40% d'activités économiques, donc soit environ 200 000 m². Activités donc, qui viennent s'inscrire dans le tissu existant, puisque sont déjà présentes sur le site les activités donc, de KNDS, anciennement Nexter, Arcus, Stellantis, et puis voilà, sur la frange nord, également le ministère des Armées avec l'armée de terre qui est la SAT qui est installée. On va réaliser également dans ce projet les équipements publics nécessaires à la vie de ce projet, donc les crèches, les écoles, maisons de quartier, équipements sportifs voilà, nécessaires à la qualité aussi des usages du quartier. Et puis, les commerces à proximité de la culture gare. Je passe la parole à Jean-Pierre qui va donner davantage d'éléments sur le projet et puis sur les lots concernés par la consultation. D'accord. Voilà. Je rappelle effectivement la grande qualité un peu exceptionnelle de ce site et aussi un peu sa difficulté, c'est qu'en fait on est entouré d'un massif forestier
extrêmement important. Alors évidemment la vallée de la Bièvre qui est très, très importante, tous les coteaux du château aussi qui descendent effectivement vers la pièce d'eau des Suisses. Et donc on est entouré, c'est une espèce d'île métropolitaine comme dit toujours, mais qui est en fait un très grand paysage, avec effectivement peut-être une accessibilité un jour qui se fera de manière plus souple à partir d'ailleurs qui est lisière. Vers les coteaux de la vallée de la Bièvre. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais petit à petit. Et là, il y a un grand patrimoine. Il y a déjà des gens qui pratiquent cet espace. On voit des gens faire du jogging là-dedans. Et donc, c'est assez important de comprendre le contexte. Parce que si vous allez sur place, évidemment, ça peut être un peu énigmatique. Mais à terme, on a quand même beaucoup de figures paysagères qui structurent ce projet. Je pense que c'est ça qui a fondé ce projet. Donc, si on continue sur ces éléments-là, voilà, j'aime bien remontrer quelques images. On parlait tout à l'heure de Michel Léving, mais il y a ces grands axes qui sont effectivement. Il y a toujours eu beaucoup de plans à Versailles. Il y a une quantité incroyable de plans qui ne sont jamais réalisés. Et donc, il y a effectivement ces grandes lignes perpendiculaires nord-sud, avec ces grandes avenues, l'avenue de Sceaux. Et on est dans une écriture un peu de ce grand axe, qui est le plus grand, effectivement, dans le quartier, qui fera 60 mètres, mais qui donne une identité assez forte à l'entrée et qui structure d'ailleurs plusieurs quartiers autour d'elle. Voilà. Donc voilà le plan un peu général qui a été produit. Alors, comme tous les plans, il évolue en fur et à mesure des programmations, les choses s'adaptent, elles évoluent, mais ce qui est d'une certaine manière stabilisé assez fortement, c'est toute la trame urbaine voilà, qui s'est progressivement stabilisée avec tous les espaces publics connexes par rapport à cette donnée. Alors effectivement, c'est un quartier qui a une particularité, comme le disait François de Mazières, c'est que on a une grande attention, on a des espaces publics, on a des espaces paysagers, et ce qui est agréable, c'est de les pratiquer de manière assez sereine. Et donc c'est pour ça qu'on a déporté toutes les questions de stationnement sur des parkings silos. Alors, ils sont plutôt au nord d'ailleurs du quartier, le long de cette partie nord. À la fois, ça permet de faire d'ailleurs comment dire, une protection acoustique par rapport à la nationale qui est assez présente. Et puis, il y a aussi des bâtiments d'activité dans la partie nord du quartier. Voilà, on continue. Je vais essayer de rentrer quand même de manière synthétique. Donc ça, c'est l'image qu'on a vue. Alors, effectivement, on peut peut-être revenir en avant parce qu'on peut peut-être revenir juste la photo avant. La chose importante, vous voyez, c'est que le dessin, c'est que les pistes vont partir en 2025 et elles sont repositionnées complètement à l'ouest. Elles sont en construction. Là, on voit maintenant les pistes tout à fait faites. Et donc, c'est ce qui libère effectivement le projet, la partie centrale du projet. Et donc, on est sur ce quartier un peu sur la droite, au-dessus de la partie boisée, qui a déjà une configuration. Il y avait déjà une espèce de rectangle assez simple, finalement, qui est le quartier Lisière. C'est à peu près 9 hectares, on va dire, ce quartier-là. Voilà. Il y a 700 logements à peu près. Voilà, voilà, tu vas leur dire. Mais ça montre un peu une échelle. Qui est, dans un premier temps, on pourrait dire que ce quartier est un peu isolé, mais progressivement, bien évidemment, avec l'arrivée de la gare et des autres quartiers qui vont arriver, ça va effectivement être attaché, mais il est dans une position aussi assez belle, d'une certaine manière, puisqu'il est complètement connecté au front de paysage de la vallée de la Bièvre. Voilà, on continue. Donc on est parti d'une composition très simple. On a repris un peu ce carré de circulation et on a mis en place assez douce, on va dire, puisqu'on est sur des bâtiments qui sont des bâtiments qui vont entre le R+2 et le R+4. Voilà, il y a à peu près une grande minorité de R+4. Et on a essayé aussi de proposer dans ce quartier, de manière un peu plus particulière, de dire c'est un quartier dont les valeurs résidentielles vont faire l'identité de ce quartier. C'est sensible, bien évidemment, à la manière dont les maîtres d'ouvrage et les architectes vont proposer effectivement des modes d'identité. Et on va expliquer ça par la suite. Alors, je vais pour quelques images pour décomposer voilà, les grandes figures. Donc, il y a la lisière, qui d'ailleurs permet aussi de gérer toute la question de l'assainissement en surface, parce qu'il y a des grandes boues paysagères qui fabriquent ce quartier. Il y a le parking silo, qui est effectivement accessible effectivement à partir de l'axe 60. Et après, les gens, effectivement, marchent
Allez, hein. Et puis il y a surtout la voie qui fait le tour du quartier, qui permet de faire le dépose-minute. Il y a quelques places évidemment pour quand on fait ses courses, on dépose, puis après on va garer sa voiture, et ainsi de suite. Donc, il y a effectivement, mais toute la partie centrale de ce quartier que vous voyez là, dans lequel il y a effectivement des opérations de logement qui ont déjà été lancées et celles qui viennent d'être lancées, qui sont lancées maintenant, sont regroupées aussi avec des équipements publics. Il y a une école, il y a une école dans ce quartier, il y aura une crèche qui est programmée, l'école est en cours d'ailleurs, et puis le square est un petit square de quartier d'une certaine manière. Alors, on prend toujours des références d'échelle quand on dessine les espaces publics à Versailles, parce que l'avantage, c'est qu'à Versailles, il y a tous les espaces publics de l'histoire de l'architecture, donc c'est assez facile d'aller rechercher des choses. Et là, par exemple, il y a le jardin du musicien italien, c'est à peu près l'échelle, à peu près de cet espace-là, mais il a un rôle vraiment de proximité par rapport aux grands espaces paysagers qui seront constitués dans le quartier. Voilà. Après, bon voilà, et ça c'est un peu des images, mais ça montre des échelles d'une certaine manière, et puis il y a un système de nœuds paysagères le long des voies, qui sont des voies principalement piétonnes. Et la noue paysagère est intéressante parce qu'elle permet effectivement de gérer toutes les questions d'assainissement, mais aussi c'est une distanciation par rapport au cheminement, qui fait que les logements, par exemple, au rez-de-chaussée, qui sont toujours une question un peu compliquée dans l'aménagement urbain, sont en très grande distance par rapport au cheminement piéton. On continue. Voilà. Alors ça, c'est un peu des ambiances. Alors, bon, on travaille beaucoup sur ces questions vous verrez, de logement intermédiaire, ce que j'appelle logement intermédiaire, dont on va voir un peu, c'est-à-dire des logements qui associent des simplex avec des duplex, qui sont une petite échelle et des échelles très résidentielles. Et puis, il y a un certain nombre de venelles piétonnes qui traversent ce quartier et qui permet effectivement d'avoir un grand espace piéton de très grande valeur. Voilà. Donc là, je pense que ça permet maintenant de voir un peu les éléments programmatiques. Alors, la consultation, elle est lancée sur les lots L6, L7, L9A et L9B. Les autres lots qui sont en face du L9A et puis autour de la crèche sont les lots qui ont fait l'objet de la première consultation, qui sont attribués aujourd'hui. Et puis, le groupe scolaire qui occupe évidemment une position très, très importante dans le quartier, puisqu'il est en articulation avec le square et puis le Grand Mail 60, qui est piétonnisé d'ailleurs sur cette partie-là. La circulation est reportée plutôt sur l'ouest. Donc on a un grand espace paysager et naturel et piéton. Voilà. Alors, la décomposition, effectivement, de ces lots, je pense qu'on en parlera, Théo, plus précisément, mais ce sont les deux premiers lots qui sont très proches d'ailleurs des autres lots et qui ont la particularité de regrouper plutôt des logements collectifs, on va dire, aux extrémités, un sur le Mail 60 et un plutôt à l'est, et puis d'être accompagné par des logements plutôt logements intermédiaires, je pourrais dire, et qui ont des unités individuelles avec des accessibilités par plot, on dirait, par petit plot, par unité de logement, parfois de 4 ou de 6 logements avec des duplex en étage et des choses comme ça, et les parties communes étant regroupées plutôt au niveau du collectif. Voilà. Donc je donne quelques images, mais vous retrouverez un peu ces images dans les fiches de l'eau, mais il y a un peu une idée effectivement de dire, voilà, on est dans un collectif, il peut être travaillé de manière différente avec une cour, pas une cour, et puis après il y a une espèce de variété sur ces logements intermédiaires en fonction des typologies qui sont proposées. Donc il peut y avoir du R+1, du R+2, du R+3 avec des duplex, des terrasses. Il y a tout ce travail un peu complexe auquel on est assez attaché, en disant finalement voilà, il y a des modes d'habitat qui sont différents. Il y a des gens qui veulent habiter un collectif avec une loggia et pas simple. Puis il y a des gens qui aiment avoir des grandes terrasses, des gens qui aiment avoir des jardins au rez-de-chaussée. Donc il y a toute cette variété-là. Et puis il y a aussi une variété sur l'accessibilité. On a fait cette petite axonométrie qui explique vous rentrez dans les logements du rez-de-chaussée, vous montez un étage, et puis après il y a deux duplex par exemple à gauche. Et donc on limite les parties communes très fort. On a des rendements assez bons. Voilà, sachant qu'effectivement, aussi un élément important, c'est que comme il n'y a pas de sous-sol sous ces ensembles construits, il y a une espèce de liberté au niveau des trames constructives, au niveau de l'organisation de ces logements. Et ça, c'est un élément aussi important. Il y a l'effet de reporter
stationnement voilà, en partie nord, mais aussi le fait d'avoir une souplesse d'organisation de ce espace. Voilà, on a plein de références. Qui est dans le cahier des charges qui est assez complet, qui fait 150 pages, mais c'est pour montrer aussi qu'on associe, alors bon là on n'est pas aussi haut, on est en R+4, je tiens à le dire, on n'a pas de canal, bon, on n'est pas, non. Mais on a des échelles qui sont des échelles comme ça plus petites, et puis à côté aussi il y a une autre opération, par exemple ça c'est à Londres, qui associe comme ça des bâtiments voilà, qui sont R+2, R+3, enfin qui travaillent un peu sur cette habitabilité un peu individualisée, mais qui ne sont pas des maisons individuelles, bien évidemment. Sachant que l'une des grandes choses à Versailles, et c'est vraiment l'écriture de Versailles, c'est une forme de simplicité et d'élégance sans chercher des choses trop compliquées. Hein. C'est vraiment l'écriture versaillaise et ça, on y tient. Voilà. De régularité, une rationalité dans les façades, dans l'ordonnancement, voilà, mais qui peut être interprété. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'on n'est pas dans la recherche de porte-à-faux, de choses comme ça. Oui, on est dans quelque chose. Enfin, ça fait partie de cette écriture à laquelle on tient, ce qui est évidemment absolument pas contradictoire avec une forme de modernité, bien au contraire, mais de simplicité formelle, d'élégance formelle. Et cette simplicité d'organisation, de structuration du bâtiment est aussi au service du fait d'avoir recours à des matériaux qui sont la brique et la pierre. Et donc, évidemment, il y a des équilibres. On sait très bien qu'il y a des équilibres financiers à trouver. On s'appelle une architecture évidemment très décomposée. On a toujours ces questions, effectivement, après, ça coûte cher. Quoi. Voilà. Donc, il y a un peu une réflexion à avoir. Et la question c'est que on pourrait dire que l'architecture qui est proposée dans un concours, c'est l'architecture qui se construira. Ça, pour maître d'ouvrage, en disant, je pense que le déshabillage n'est pas à Versailles. Voilà, on continue peut-être. On peut citer d'ailleurs, il y a eu beaucoup de réalisations sur Versailles ces derniers temps. Hein. On pourra en mettre parce que ces deux projets effectivement sont très beaux, mais bon, il n'y a pas de lac. Bon, ben après, ouais. Donc on pourra vous montrer aussi. Voilà, et après, il y a une autre, par rapport à ces deux îlots qui sont mis en concours, il y a effectivement un autre îlot qui est mis en concours, donc, alors qui est plus classique, je dirais, c'est ce qu'on appelle le NLA, plus le F2B, mais le LB rattaché à un autre îlot, et qui sont des plots au sens traditionnel du terme. Voilà. Donc ça, c'est un modèle très classique, en fait, d'une certaine manière. De faire des plots avec une espèce de distance. Il y a une règle très simple dans le PLU, c'est que tous les bâtiments minimum ont une distance de 15 mètres, quel que soit leur... voilà, surtout s'ils ont effectivement des vues principales, bien évidemment. Il y a cette distance de 15 mètres qui doit être répétée entre les bâtiments. Alors, par exemple, là, on a des distances qui vont de 15 mètres à 18 mètres ou même 20 mètres en fonction de l'alignement et du désalignement. Donc là, on donne des parcelles, on donne des règles. Il y a des règles urbaines qui sont mises dans les fiches de l'eau, un peu précises pour cadrer, mais l'idée c'est qu'on a un système de plots, et ici les plots sont un peu liés aussi à la lisière et aussi à la RD 91, mais les conditions acoustiques qu'on a ne sont pas si mauvaises que ça, d'une certaine manière, d'après les dernières études qu'on a eues. Donc c'est une contrainte, mais on est quand même assez loin de la RD. Il y a déjà un mur qui existe d'ailleurs, qui fait un peu mur, et qui est planté devant. Enfin, le site maintenant commence à être un peu ouvert, il a été dépollué, mais voilà, donc ça c'est une autre typologie. D'ailleurs, c'est une typologie effectivement pour voilà. Il y a des binômes d'architectes et puis il y a des architectes simples, ça va être expliqué. Voilà, comme ça, on n'a pas mis de référence de plots parce que j'imagine que tout le monde sait ce que sont ces plots de logement. Alors, vous avez peut-être une interrogation aussi, on remet cette. Sur les deux plots du haut, vous avez l'impression que c'est relié. En réalité, c'est une construction basse qui sert d'abri à vélo. On est vraiment sur une logique de plot. Très important dans ce quartier, c'est la présence de la nature. On joue beaucoup sur ça, même si c'est une parcelle relativement dense tout de même. La présence de cette articulation avec le végétal est essentielle.
D'ailleurs, ces plots, en fait, sont bordés d'un côté par une voie qui va être constituée, qui est paysagère, et de l'autre, la partie de la fin de la lisière, quoi, une épaisseur. Et entre les plots, en fait, l'idée, c'est d'avoir des cours, et après, entrer à l'intérieur de chacun des plots par, effectivement, ces cours plantés, quoi. Donc ça, vous verrez ça dans les voilà, il y a des matériaux là, voilà, de la brique un peu beige, de la pierre, de la brique très travaillée, donc tout ce vocabulaire, il y a toujours du vitral aussi, évidemment. Donc tout ce rapport effectivement de matière, qui est une espèce de palette qui se met en place progressivement. Alors on n'a pas encore commencé, donc on ne sait pas. On va avoir, enfin on sait qu'on va avoir tout de la pierre, hein, voilà, mais de la brique aussi, d'une certaine manière, et donc il y a un très grand travail d'attachement, je dirais, sur bon, ben, voilà, ici, à Versailles, ça fonctionne aussi par dirais-je, fragments de murs en briques et puis de choix un peu collectifs pour stabiliser effectivement le matériau et puis la relation entre les différents bâtiments. Donc, on commence, on va voir, c'est un scénario qui va se dérouler sur 3 années, on va voir l'association un peu des teintes de matériaux et ainsi de suite. La BF est quand même, la BF est, Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu montrais ces belles images qui sont très belles, mais bon, je sais qu'il y a aussi intégré la présence de l'ABF, puisqu'on est tout de même sur tout ce territoire, un travail qui est fait en très étroite collaboration avec l'ABF. Typiquement, par exemple, l'ABF va plutôt des garde-corps, préférera des garde-corps en métal, plutôt que des garde-corps en verre. Voilà, c'est typique, c'est le genre de choses pour lesquelles il faut le savoir. Mais bon, c'est une ABF avec un grand talent. Grand talent, et avec qui on peut vraiment discuter, donc c'est plutôt pas mal. Dans les architectes connexes, hein. Ouais, les ABF, c'est difficile. Ouais. Là, en l'occurrence, on est plutôt dans une bonne collaboration. Peut-être un petit élément important. Souligner aussi la présence de Versailles Habitat pour les logements sociaux. C'est donc avec Versailles Habitat que l'établissement public a décidé de travailler. Et j'ai reçu un texto du président Versailles Habitat. Nous sommes oubliés, donc ils ne sont pas oubliés. Voilà. Ok, allez, merci. Dernière slide dans ta présentation, Jean-Pierre, mais elle n'est pas exactement issue de ton travail, même si ça en est en partie. On s'est permis de rappeler les principales prescriptions qui, de toute façon, seront inscrites dans les fiches de l'eau, les projets de fiches de l'eau pour la phase candidature et les fiches de l'eau définitives pour la phase offre. On n'a pas parlé de bois dans les matériaux, parce qu'en effet, ce n'est pas quelque chose qui est demandé, qui est souhaité en tout cas par la ville de Versailles et façade. En revanche, dans la construction, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et vers lequel on pousse sans pour autant fermer la porte à d'autres matériaux plus sourcés, vers lequel on pousse beaucoup tous les constructeurs. On l'a déjà fait sur la première consultation et on le fait également maintenant. Je fais court, mais on aura évidemment une attention particulière sur tous les sujets de végétalisation, en particulier au sol, mais également sur les toitures, dans l'idée d'avoir des dispositifs qui sont assez adaptés à la biodiversité. Ça va de pair avec une gestion des eaux pluviales à l'air libre et en plein air. Et sur les questions énergétiques, on a la chance d'avoir la ville de Versailles qui est en train de consulter pour un nouveau délégataire, pour faire évoluer son réseau de chaleur vers des choses qui sont beaucoup plus bas carbone, beaucoup plus énergie renouvelable. Et il y a évidemment une obligation de raccordement qui est prévue pour ces lots-là et qui pourront ainsi bénéficier pour répondre aux objectifs de la RE 2020 et aux objectifs que par ailleurs nous on met. Ce raccordement de réseau de chaleur sera à la fois obligatoire et je pense assez nécessaire pour les projets. Je poursuis. Sur les modalités, et juste pour redire un peu quelques mots sur le programme, même si je vais faire court parce que ça a beaucoup déjà été dit. Et on n'oublie pas Versailles Habitat, vous êtes sur la deuxième ligne en toutes lettres. Le quartier Lisière, c'est 700 logements familiaux. On a environ 35% au global qui vont être des logements sociaux, et donc on travaille avec Versailles Habitat dessus. Et on a également 2 résidences, des logements spécifiques. Je mets environ 95 lits, c'est encore un peu à l'étude. Chacune d'entre elles, une LA1, l'autre LA1C, résidence étudiante et résidence jeunes travailleurs, également avec Versailles Habitat. Pour répondre aux besoins des habitants, on a donc un groupe scolaire, 8 à 9 classes, une crèche publique, 30 berceaux, et pour garer à peu près tout le monde, il n'y a que L8 qui est trop loin pour en bénéficier, un parking silo qui sera sous notre maîtrise d'ouvrage de 720 places à peu près,
qui accueille des places pour tout le monde, en mutualisé et en cloisonné. Il n'y a pas d'attribution des places. Et donc, à chaque consultation est associé un certain nombre de droits d'usage qui correspondent aux obligations du PLU et qui correspondent aux places en droit d'usage qui pourront être vendues, évidemment, aux preneurs des appartements. On a donc déjà consulté pour les consultations A et B sur les lots du Nord, L2A, L2C, L3 et L5, avec donc Quartus et Delis et tous leurs architectes, que je ne vais pas reciter de tête parce qu'à chaque fois on en a beaucoup trop et je vais en oublier un que je froisserai. Ça fait à peu près 300 logements familiaux. On est aujourd'hui en train de démarrer les ateliers pré-PC. La livraison est prévue plutôt sur le premier semestre 2028. Et on a en ce moment pour le concours du groupe scolaire, avec une sélection du lauréat en décembre, et une livraison pour accompagner les logements familiaux également au deuxième semestre 2028. Et donc, les consultations à venir, on présente en plus de la consultation actuelle, les deux résidences étudiantes avec le Versailles Habitat. On est en train de travailler avec eux sur les consultations pour les maîtres d'œuvre sur l'une et l'autre des résidences. Nous-mêmes, on travaille en ce moment sur les consultations liées au parking silo avec un objectif de lancement assez rapide pour pouvoir accompagner la première phase le plus près possible. Et aujourd'hui, donc, on vous propose deux consultations, dont vous voyez ici la répartition pour un total de 330 logements. On a voulu répartir un peu les poids relatifs des deux consultations et aussi les typologies urbaines qu'on proposait. Donc, on a la consultation C avec le lot L6 qui donne sur le Mail et les trois plots de L9A, et la consultation D qui, pour le coup, a le lot le plus grand de tous nos lots intermédiaires et collectifs, qui va avec L9B, qui est un petit plot d'environ 25 logements sur la limite avec la RD 91. On a dans ces logements-là environ 35% de logements sociaux en VFA pour Versailles Habitat. Les conditions de la VFA seront indiquées dans le règlement de consultation. Vous aurez tous les éléments financiers qui sont liés à ça. Petite particularité sur la consultation D, on a, en accord avec la ville de Versailles, travaillé sur le fait que dans ce lot, enfin, potentiellement sur L9B, mais ça peut peut-être se rediscuter, on souhaitait avoir la possibilité pour les groupements qui se constituent de faire des propositions de vente en bloc. Assez naturellement, parce que c'est un peu dans l'air du temps, on a pensé au LLI ou au BRS. Si c'est LLI, Versailles Habitat en fait aussi. Donc, il faudra qu'on rapproche d'eux et voir dans quelles conditions ils peuvent le faire, si ça les intéresse d'y aller ou pas. Et puis, si jamais c'est d'autres modalités que ces deux premières, parfois, on est ouvert, ça fait partie des choses qui seront appréciées dans le cadre de la consultation. Donc, sur la consultation, elle n'est pas encore lancée, vous l'avez noté, elle le sera à partir du 14 octobre. Tout passe par la boîte mail qui est indiquée en bas à gauche sur la slide, consultation.satori@oin. Dès à présent, et il y en a qui ont déjà commencé à le faire, vous pouvez envoyer un mail à cette boîte disant que vous souhaitez communication du dossier. Il vous sera communiqué à partir du 14 octobre. Le dossier contiendra, en plus du règlement de consultation, dans lequel on va retrouver beaucoup d'éléments descriptifs et classiques, la plupart des choses qu'on vous a dit ici. Vous trouverez notamment dedans les niveaux de charges foncières, les niveaux de VFA pour les logements sociaux, par exemple. C'est quelque chose qui change. Dans la première consultation, on avait laissé libre en phase candidature uniquement les sujets de charges foncières, parce qu'on voulait avoir l'appréciation de la profession sur le marché local. Aujourd'hui, on l'a eu, et on a été content de voir qu'on était quand même globalement tous raccords ensemble sur ce que valaient les logements sur le quartier d'Isières. Donc maintenant, dans ce règlement-là, les choses sont fixées dès le démarrage. Vous aurez les fiches de lot en mode projet, elles sont confirmées sur les phases offres, un support de base pour la présentation de vos références, et tous les éléments techniques et juridiques qui sont importants pour nous, ce qui vous permettent en fait d'apprécier le cadre dans lequel vous allez devoir ensuite faire vos offres. Donc le référentiel qualité logement que porte l'EPA, les chefs de l'ensemble des opérations sur l'OIN, le cahier des recommandations techniques de Versailles Habitat, notre cahier des charges de cession de terrain type, ainsi que la promesse de vente. Elle est type, mais elle sera quand même déjà pas mal travaillée par rapport aux lots concernés, notamment sur les questions de sol. Et on verra, je ne pense pas qu'on le fera dans le dossier de consultation, même si c'est indiqué ici. À un moment ou à un autre, on partagera les offres précédentes pour que les gens voient un peu l'esprit dans lequel le quartier est en train de se constituer. En retour, le contenu des candidatures, en dehors du classique courrier, on voudra une note exposant la compréhension que vous avez des enjeux au regard du contexte immobilier, des ambitions du quartier, une note de présentation de l'équipe projet qui sera d'autant plus importante que vous allez avoir pour la consultation D, si vous souhaitez présenter de la vente en bloc, il faudra présenter le mode et donc les partenaires éventuels qui l'accompagnent. 3 références selon la trame fournie, le courrier d'acceptation de l'ensemble des termes de la PSB, du cahier des charges de cession de terrain et des niveaux de charges foncières,
Puis après, les documents juridiques et financiers classiques, CABIS, etc. Rien d'exotique. Vous aurez jusqu'au 12 novembre, midi, pour remettre ces candidatures. On les analysera collectivement avec la ville de Versailles, collectivement avec l'Agence Canlas des cours et ainsi que nos AMO sur la compréhension et l'appropriation des enjeux de la consultation, par exemple sur les sujets de la vente en bloc, mais aussi sur l'ensemble des autres sujets d'ambition qu'on vient d'évoquer, la pertinence des références au regard de ce que vous proposez dans l'offre et la solidité juridique et financière, évidemment, du candidat et de son groupement au global. La boîte mail consultation Satori, c'est aussi celle par laquelle vous pouvez poser des questions, c'est pas celle par laquelle on vous répondra. Environ une semaine, ce sera précisé au règlement, mais environ une semaine avant le dépôt des dossiers, on ne pourra plus répondre, on s'interdira de le faire pour assurer un peu l'équilibre au niveau des candidats entre eux sur la dernière semaine. Notre objectif, c'est qu'après, on analyse, mi-novembre, on analyse, on choisit avec la collectivité mi-décembre les opérateurs. Et donc, pour parler de nombre, on retiendra a priori 3 opérateurs sur chacune des 2 consultations. À ce stade-là, vous avez noté, je n'ai pas encore parlé des architectes. En fait, les architectes, on a déjà fait un appel à manifestation d'intérêt l'année dernière, ce qui fait qu'on dispose déjà aujourd'hui d'une liste d'architectes présélectionnés sur la base de leurs références et de leur compréhension du site. C'était cette même liste qui avait servi à fournir les architectes qui travaillent aujourd'hui sur les consultations A et B. On ne va pas reprendre, je pense, exactement la même liste que la dernière fois. On est un peu en train de la reconstituer, notamment parce que ce n'est pas parfaitement les mêmes lots. L9A et L9B sont quand même des choses un peu différentes. Donc, on proposera aux 6 opérateurs qui sont retenus, à partir de mi-décembre, une liste d'architectes dans laquelle piocher pour constituer en fait leur groupement final qui devra nous être communiqué d'ici la mi-janvier. En termes d'architectes, on a trouvé intéressant d'avoir des binômes et des agences qui travaillent en solo. Les binômes, ce n'est pas nous qui les avons formés, c'est les architectes lors de leur candidature qui l'avaient fait. Et donc, chacun des opérateurs devra se trouver, pour les lots mixants collectifs et intermédiaires, donc les lots L6 et L7, un binôme d'agence. Et pour les lots en clos, donc L9A d'un côté, L9B dans l'autre, un architecte en solo. Pardon, je suis en train de dire une bêtise. Pour L9A, un architecte en solo. Et pour L9B, pour le coup, vu que c'est quand même un petit projet de 25 logements, ils travailleront avec le binôme qu'ils auront pris pour L7 pour savoir à peu près comment ils se répartissent. Et c'est également à ce stade-là où on vous demandera de nous proposer, dans le cadre du courrier où vous nous annoncerez la constitution de votre groupement, on vous demandera de nous proposer un paysagiste pour évidemment la réalisation de tous les espaces extérieurs. Sur les premières consultations, les espaces extérieurs étaient importants, mais ils n'avaient pas l'importance qu'ils vont avoir sur celle-ci, avec L9A et L9B, où on a à chaque fois, ce qu'a rappelé le maire quand il a trouvé nécessaire, et je le comprends, de repréciser pourquoi sur une de nos faisabilités, il y avait un lien entre 2 plots. Les espaces extérieurs de ces éléments-là vont être assez importants pour nous, et on aura une attention particulière sur leur articulation avec les espaces paysagers autour, notamment la lisière sur la partie est. À mi-janvier, donc, on aura nos 3 groupements par consultation. On aura vérifié l'exclusivité des architectes. Les architectes ne peuvent pas être dans plusieurs consultations, ni au sein d'une même consultation, chez plusieurs opérateurs, évidemment. L'idée, c'est qu'après, de mi-janvier à fin mars, s'ouvre la période de travail où on va vous communiquer le DCE complet, vous allez commencer à travailler, on fera une visite de site, on fera des ateliers intermédiaires pour avoir une remise des offres en avril. Ça va forcément prendre un peu de temps en analyse et en partage avec la ville de Versailles. Donc tout ça nous amène plutôt à des auditions en juin, à l'issue desquelles soit il peut y avoir des demandes de compléments, soit un lauréat se dégage, et à partir de là, on commencera à travailler avec celui-ci. Merci pour votre attention. Pour rappel, tout passe par la boîte consultation.satori. Vous pouvez envoyer dès maintenant votre demande de dossier, on l'enverra à partir du 14 octobre, et vous aurez jusqu'au 12 novembre pour y répondre. On a tout dit. On va maintenant regarder ce qu'on n'a pas l'onglet conversation ouvert. Si tu peux nous l'ouvrir. D'accord. On ouvre l'onglet conversation de notre côté. Je ne sais pas s'il y a des interrogations. Auquel cas, n'hésitez pas à les poser dans la conversation de la réunion Teams. Si on n'a pas, c'est qu'on a été très clair et peut-être qu'il se fait tard. Oui, bonjour, Corentin Berger, Atelier Berger Mila. Vous m'entendez? Oui. Alors, Pas de problème, on prend votre question, mais pour les autres personnes et pour qu'il n'y ait pas de frustrés, parce qu'on n'aura pas le temps de donner la parole à tout le monde, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Allez-y, pardon. ok, très bien. Vous venez de dire que la liste des architectes pour lesquels vous avez fait l'AMI il y a quelques mois allait évoluer, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on avait, alors elle a évolué, c'est-à-dire qu'on avait proposé aux constructeurs de la consultation A et B une liste de solos et une liste de binômes qui avait été constituée sur l'AMI de 2023. D'accord. Cet AMI de 2023, il a été riche et on a eu plein de bonnes agences. Donc en fait, on a déjà nos listes pour cette consultation-là. On ne va pas relancer un AMI architecte. D'accord, c'était ma deuxième question. Dommage pour nous. Je vous remercie. Je vous en prie, merci. Au revoir. Bien. Présentation. Tous les éléments de la présentation seront dans le dossier de consultation. On n'a pas spécialement prévu de la partager. On a été clair. On a été beaucoup trop clair. On aurait dû être flou un peu plus pour avoir des questions. Bien. Le LLI. Sur le LLI, on vous demande de vous rapprocher des personnes qui portent le LLS directement, à savoir Versailles Habitat, parce qu'eux-mêmes pratiquent le LLI et ont leurs conditions. Et je pense que ce sera la première chose. Rapprochez-vous d'eux, pardon, pour voir les conditions qui seront proposées sur le LLI. Si ce qu'ils vous proposent vous conviennent, si vous trouvez un accord entre vous, parfois très bien. Si jamais ça ne marche pas, et bien, parfois pas de souci pour moi. Et pour nous, on en avait discuté avec Versailles Habitat, il y a possibilité aussi que d'autres opérateurs se positionnent. Mais pour nous, préférentiellement, et je pense que pour des questions d'équilibre global d'opération, ça paraît assez naturel, rapprochez-vous plutôt d'abord de Versailles Habitat. Obligatoire. Non. Non. Alors peut-être oui, pour ce point-là, ce qu'on a précisé, c'est une vente en bloc, mais on n'est pas forcément sur du LLI. On a aussi ouvert au BRS et à tout autre type de proposition de vente en bloc. Donc c'est plutôt libre et c'est aussi ça qui dépendra. Enfin, c'est le groupement finalement que vous allez constituer et qui va faire une proposition sur cette vente en bloc qui va donner sa nature au produit. Donc on a ouvert sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on a un plot, donc c'est le L9B, d'une vingtaine de logements qui est ouvert en termes de programmation. Alors ouvert pas complètement, mais voilà, sur une typologie un peu différente par rapport au LLS ou donc au logement libre en accession. L'idée c'est d'ouvrir le champ et de peut-être proposer un produit que vous estimez être le plus pertinent pour le marché de cette zone. On est en train de regarder pour faire une distinction. Ça sera précisé en tout cas dans le règlement de consultation. La participation des opérateurs pour ce parking. C'est dans le règlement de consultation également. Ce sera 20 000 € droit d'usage. C'est d'ailleurs déjà les montants qui avaient été indiqués dans les premières consultations. Alors, on a consulté par rapport à ça. Pour les opérateurs. Vous êtes libre de former votre groupement sur les opérateurs en direct, sachant qu'il n'y en a pas une infinité qui opèrent dans ce secteur, mais voilà, vous êtes libre de constituer. Il y en a un. Et là, je n'ai pas OFS en effet. Pour moi, vous avez un OFS. J'ai plus son nom exact, peut-être. Eric, si vous l'avez, n'hésitez pas à le rajouter. On ne peut pas.
Je peux vous en parler, oui, heureusement. Non, pour moi, j'ai oublié comment il s'appelle, alors que c'est l'OFS du département des Yvelines, si je ne me trompe pas, c'est Simon Goudiac qui en est la direction. Je suis plus là. Oui, non, c'est à eux. Vous avez fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Merci. Il n'y a pas d'exclusivité. Enfin, voilà, vous êtes libre de former votre groupement. Sur cette partie-là, hein, puisque le Versailles Habitat, on l'a bien compris, François Demazière l'a rappelé, sur la partie LLS, c'est bien pris en charge par Versailles Habitat. On a fait toutes les questions. Est-ce qu'on frustre des gens si on clôt ici ou c'est bon? Exactement. En effet, c'est ce qu'on rappelait. La décharge de Versailles Habitat sera mise dès le dossier de candidature, vous en disposerez. Bien. Ça prend 3 minutes. Pour être Pour pile. clore, au bout d'une heure. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, non, je pense que c'est bon. Merci à vous. Vous avez retenu les informations principales, l'adresse mail, le 14 octobre pour la réception du document et puis donc le 12 novembre pour l'envoi de vos candidatures. Merci beaucoup Merci beaucoup. et à bientôt. Bonne soirée.